Eh, salut les kikis du matin, comment vous allez? 8 h du matin, boutatra du matin. Évidemment qu'on est content, on a un nouveau jouet. Mignon, caracal. Le dessin est clair, tu vois, c'est un lynx ou un chat sauvage, d'accord? Rien à voir avec cucaracha, qui est un cafard en espagnol, ou un chacal. Euh, Mignon, comme dit, c'est quelque chose, enfin, comme on a dit, je vous en ai parlé déjà cette semaine en vidéo plusieurs fois, c'est quelque chose que vous connaissez, peut-être sans le savoir. Distribué maintenant sous C et Y. Donc du coup on s'y perd parce que Mignon c'était M-Y, C-Y, normalement de tout ce qu'on a vu badger maintenant C-Y c'était Chunyang, qui était chinois. Ça c'est fabriqué par contre à Taïwan. Ces engins-là étaient dispo chez HPI depuis très longtemps. HPI Trophy, HPI Apache, toute la gamme de bodies de compétition à partir d'un certain moment. Ceci n'est pas une chinoiserie bas de gamme. Tu peux avoir une version bas de gamme, mais il y a aussi une version milieu de gamme et une version haut de gamme, comme c'est le cas chez Hot Bodies. Là, on va dire c'est un peu milieu de gamme au-dessus. Très intéressant parce que le prix directement par Mignon est plus qu'abordable. La version S ici de ce châssis à poil est à 350 €. On va discuter pendant l'unbox des différences entre la S et la bas de gamme. Bas de gamme qui est dispo chez T2M en RTR à 550 €. La version S en 6S équipée est bien moins chère que ça sous la joute Mignon. Les pièces de rechange, porte-fusée, 7 € la paire, 8 € la paire de triangles, 5 € les moyeux, la paire à chaque fois. Tige d'amorto, 7 €, des prix vraiment super sympas, comme chez Obao en fait. Comme il y a des versions bas de gamme, forcément, il y a plein de gens qui voient ça un peu, tu vois, parce qu'ils ont vu la version avec les vis cruciformes, les cales en plastique. Évidemment, la solidité va avec le prix. Les autres sont à 220, 250 € par là, la version bas de gamme à poil. Je peux vous conseiller vraiment de prendre la version S. Si tu es un pilote cool et que tu forces pas, tu peux peut-être te prendre une version bas de gamme avec un combo 4S léger en 68 mm. Pas à l'effort pour ceux qui aiment bien se promener en prairie sans forcer. Pour tous les autres, vraiment, je ne peux que conseiller la version S. Ces engins ne sont pas des engins de bâche, des engins prévus pour circuit. D'accord? Détendez-vous. Rien à voir avec un. C'est pas un concurrent du Armatifon ni rien. Il se place là, par contre, niveau prix. Puisqu'on est au prix d'un Obao Hyper VSE2, on est au prix en roller, en version équipée aussi, en 6S, on est au prix du VSE2, au prix du Serpent, au prix de. Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette gamme de prix? Dans les 550 € en véhicule équipé, soit 4 ou 6. Hein. Le Kyosho Neo, je crois, il est dans les 550 en 4S, les autres du coup sont en 6. Niveau look, moi j'adore cette ligne un peu plus ancienne des buggy que ce qu'ils font maintenant, tous avec des cabines de plus en plus avancées et bizarres. Alors ils ont commencé à migrer les buggy vers des truggy niveau look, mais avec la cabine derrière la tourelle. Et les truggy, eux, qui avaient la cabine devant par-dessus la tourelle, commencent à migrer vers la forme buggy. Donc on se retrouve avec des truggy qui ont les tourelles devant en l'air. C'est moche. La version truggy de ça, ça arrive normalement. Enfin, vous aurez la vidéo d'ici une quinzaine de jours. On va faire entre temps le Asuga. À une ligne un peu plus classique, et vous allez bien sûr tout de suite reconnaître la ligne du Trophy de chez HPI. D'accord. Ce qui est super intéressant donc, c'est qu'on peut avoir les pièces chez HPI, chez Hot Bodies, enfin la gamme au-dessus, tout ce qui est pièces alu, machin haut de gamme, carbone, etc. Chez Mignon, chez T2M, puisque on me dit le RSR de chez T2M, la nouvelle version, donc électrique bas de gamme, c'est Mignon version bas de gamme. Et la version thermique, par contre, chez eux, est disponible en haut de gamme, donc avec tout le reste des pièces. La grosse différence donc, entre l'entrée de gamme et la version S sont les amortos qui ont des corps en plastique sur la version d'entrée de gamme, des tourelles en 60-61, châssis 60-61, cale de train plastique. Ici, on a les tourelles en 70-75 T6, 4 mm fraisés, le châssis en 3 mm 70-75 T6 fraisé, les corps d'amorto en alu et cardan CVD. Tu peux encore ajouter des options en plus, bien sûr. Porte-fusée alu. Et que je te dise pas de bêtises, platine supérieure alu et renfort de châssis alu.
Je suis pas allé me renseigner si ça existe en nitro parce que moi je fais de l'électro donc ça m'intéresse pas ce qui se passe en nitro, mais alors pas du tout. D'ailleurs, tiens, la liste des pièces disponibles en sur-option est là, d'accord. Tu as les cardans à jointure universelle, puisque là sont montés des CVD. Je vais te montrer la différence sur le véhicule, tu vas comprendre, d'accord. Là, si je te le dis comme ça va être bizarre. Là, le croisillon est à l'extérieur complètement, d'accord. C'est en une pièce, c'est serti. Sur le CVD, la tête ici de l'arbre de cardan de transmission rentre à l'intérieur et on a un axe à travers. Tu vas comprendre sur le véhicule. Donc porte-fusée, fusée et porte-fusée avant et arrière. Il y a deux fois les alus. Donc porte-fusée avant et arrière en alu et l'écharpe en alu. L'écharpe donc qui maintiennent les porte-fusées, d'accord. Les jantes, celles-là sont déjà dessus. Les renforts de châssis en alu. Cela, on va voir si on en a besoin ou pas. Sur le buggy, peut-être pas, parce qu'il est plus court, il est plus léger. On aura bien sûr du flex, puisque le châssis est en 3 mm 5, en 3 mm. Tout comme sur le buggy, sur le Truggy Trophy, pas le Trophy, sur le Forza Flux S Truggy HPI, ou le normal, tu as le normal et le S. Il faudra voir si ces pièces sont éventuellement adaptables. Sur le Truggy, je pense qu'on aura le même souci que sur la version HPI, c'est-à-dire que le renfort de châssis arrière est tiré trop court. C'est le même que le buggy, sauf que le châssis est beaucoup plus long vers l'avant. Mais ça, on verra quand on aura le matos ici, d'accord. La boîte et le look, t'aimes ou t'aimes pas. Moi, la boîte, je m'en fiche. Elle pourrait être complètement marron, ça ne changerait rien du tout pour moi. Comme ces engins existent en RTR, tu as bien sûr la place pour la radio à l'intérieur. Ici, tu vas te retrouver avec quelques pièces. Tu as une carrosserie non peinte qui a un look vraiment sympa. Hein, tout tranquille, tout cool. Des belles lignes bien sobres et arrondies comme on aime bien. J'aime beaucoup, vraiment. Ce qui est bien, c'est que moi, j'ai déjà une carreau de prête de chez LB Painting. C'est une carreau de VS2. Mais évidemment, ce qui est buggy monte sur buggy. Ce qui ne va pas, c'est si tu as une carreau étroite. Enfin, tu peux mettre une carreau large sur un châssis étroit. Mais si tu as un châssis large, tu ne pourras pas mettre une carreau étroite type techno. Là, tu vois, on est sur les mêmes largeurs. Donc, on pourra adapter ça sans problème, ok. Et ça, c'est ce qui est cool, puisque là, j'ai mon orange de bord. Regarde ça comme ça. Oh. Ah. Évidemment, on fera ce qu'il faut pour la fixation à l'arrière. Le temps que quelqu'un puisse me peindre ça. Je verrai avec LB Painting, EMI Design, Breezer RC ou Bachar Brother. Je ne vois pas encore peindre Caro. Hein, peut-être voir avec lui s'il a le temps. Mais attention, j'aime bien les teintes avec du mordant, donc si tu as un doute si tu as peint un rose ou rouge, on va pas être d'accord. J'aime bien le fait qu'ils ne te livrent pas la carreau complètement prédécoupée. Ils t'ont bien sûr mis la forme grossière à découper. Mais moi, souvent, c'est vrai que j'utilise plus de la carreau. Vu que surtout, en général, en plus, je roule en 6S. Donc, il me faut des carreaux généralement plus hautes. Donc, je rehausse le système. Je mets la carreau bien haute pour que ça passe. Mais ça, on verra quand il sera équipé. Moi, j'ai pas pris le RTR. Savoir que le RTR a un prix défiant toute concurrence. Je t'ai parlé avant de moins de 550 €. C'est pour t'inviter à aller sur le site. Va visiter le site Action Modélisme. Je pense que tu vas tomber du siège quand tu vas voir le prix du RTR par rapport au roller. Souvent, des marques nous font des rollers qui sont 200 € ou plus moins chers que les versions RTR. Alors que chez Mingyang, la différence de prix est en delà de ça. C'est-à-dire que c'est moins cher d'acheter le RTR que de prendre le roller et de mettre ton combo et ton électronique. D'habitude, c'est moins cher de l'autre sens. Là, non. On va pas pouvoir poser la carreau dessus parce que ça passe pas sans les découpes. Donc, en attendant, on va te glisser celle là-dessus. On a un support de carreau arrière flexible, tu vois, puisque les châssis flex. Là maintenant, si je te fais un test de flex, tu vas paniquer. Pourquoi? Parce que on n'a pas de bas clipon qu'on monte. Il est dans le petit carton annexe là, sûrement. Enfin, j'espère. On va voir ça. Là, si on teste le flex, comme c'est un 3 mm en plus avec des fraisages, là, à mon avis, il va plier dans tous les sens le truc. Regarde ça.
Et tu vas voir, quand on aura le bac lipo, ça va changer les choses. Mais avant qu'on continue à regarder ça, hop, on va aller voir un petit peu la notice. Comme dit ça, je le mettrai comme j'aurai envie, au moment où j'en aurai envie. Tu reçois bien sûr les stickers avec. Et nous allons commencer par jeter un coup d'œil à cette notice. Pour l'équipement, je vous ai dit, j'ai ici donc le Hobbywing Xeron G2. D'accord. Pas le Xeron, le Max 6, Max 8 G2 de 1250 kV en 42 par 74. De toute façon, je vais mettre à 42 74. Même si l'engin, a priori, ne devrait pas être trop lourd. On va peut-être le peser, on va voir quand on aura déballé le reste des éléments. On posera sur la balance avec la carrosserie, l'aileron, le bac à batterie, le machin, juste pour voir le poids à vide, puisqu'on sait à peu près le poids de l'électronique. Il faut compter en gros moteur de 74, 350 grammes de moteur, 150 grammes de vario. Si on roule en 6, on aura 600 grammes de batterie. Si on reste en 4, on pourra être dans les 400-420 grammes de batterie. Un petit moteur de 68, c'est vrai qu'on pourrait sortir dans les 250-280 grammes. À voir. On fera peut-être les deux essais. On fera un essai en 4S vraiment léger. Et ensuite, on mettra un 6S pas trop violent. On peut mettre un 1700 kV à capteur avec, que j'ai acheté aussi chez Axo Model d'ailleurs. On a ici un TS150 Pro SkyRC avec le Rocket 4274 1700 kV à capteur. Donc là, on sera bien sûr tranquillou en 4, mais ça sera beaucoup plus funky en 6. On verra ça. Est-ce que j'y colle tout de suite le Hobbywing super balèze? Je sais pas. Parce que j'ai le Truggy qui arrive aussi. Il faudra encore un combo pour le Truggy aussi, accessoirement, qui lui sera un peu plus lourd. Alors, The Notice, c'est une notice de montage complet. D'accord. Tu as tous les détails. Bon, ce tige d'amorto, rien de surprenant, standard, hein, toujours nil stop, le piston et la petite rondelle pour ne pas que le piston se découpe ici là-dessus. D'accord. Montage des joints, c'est aussi pareil, l'empilement standard. Les diffs à 4 satellites, bien évidemment. Là, on ne le voit pas encore, on verra. On va ouvrir l'engin, bien sûr, pour voir si on a déjà. Normalement, sur les engins mignons, on a des diffs coupés spirale, d'accord, des couronnes de diff et des pignons d'attaque un peu spirale. C'est possible que sur le buggy, il ne l'ait pas fait, parce qu'il n'y a pas forcément besoin, parce qu'il y a moins d'effort dessus vu au faible poids. On table sur un 3,5 kg, 3,8 kg fini équipé. En buggy, entre guillemets, on va passer la barre des 4,5 kg, on sera entre 4,5 et 4,8, un bon kilo de plus. Donc c'est possible qu'ils aient pas fait pour des réseaux. Mais ça me paraît très bizarre d'avoir des références différentes. Ça coûte aussi plus cher pour le constructeur, même si c'est moins cher à fabriquer une denture droite qu'une denture légèrement en spirale. Donc on a tout dans l'ordre. Et faut qu'on cause d'un truc. On monte les amortos qui sont huileux, on monte les diffs qui sont huileux. Ça vous rappelle personne? Dans toutes les notices, en général, à la fin, on te monte les amortos. Quand tu as tout monté, monter les amortos, attendre d'avoir sorti les bulles, les machins, les tout. Et ensuite, tu peux finaliser ton véhicule. Là, ils ont déjà monté les parties huileuses. C'est ce que je fais depuis longtemps déjà. Ils m'ont copié. C'est ce que diraient certains. N'importe quoi. On a des chimes à mettre, attention, entre le roulement et la cellule pour avancer le pignon d'attaque, d'accord. Et des chimes à mettre selon le cas. Là, ils représentent 3, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre 3. Ça dépendra bien sûr de tes jeux pour caler proprement donc les dentitions ensemble. On monte un demi-train complet sur le train avant, on assemble le train. Ensuite, regarde, on fait l'arrière. J'aime beaucoup vraiment la façon dont ils ont vu la chose. Regarde-moi ça. On monte l'électronique. Et ensuite, on claque tout sur le châssis. Voilà. Voilà. Alors là, Mani, il est content. Sans deck. D'accord? Là, c'est exactement comme j'aime. On a aussi la vue éclatée. Pour ceux qui, comme moi, préfèrent travailler sur une vue éclatée que pas. Pièces standard. Et quelque part, je suis sûr qu'il y aura aussi évidemment les pièces options.
donc une notice proprement faite et qui vous rappellera bien évidemment la notice Hot Bodies. Parce qu'à mon avis, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment pas allés chercher plus loin que ça. Donc toutes les options possibles ici pour changer sur les porte-fusées avant. Tu peux changer tes leviers de direction, plus ou moins longs ou machin, pour changer les réactions de la direction. On a des couronnes même renforcées, des couronnes de diff allégées centrales. Qu'est-ce qu'on a encore? Des noix allégées en option, bien sûr CVD avant-arrière. On a plusieurs barres stables en option. Il y a du choix. Il y a du choix. On est tranquille. Maintenant, assez causé de paperasse, on va se pencher sur l'engin. Ça tombe bien, comme on a un Apache ici, on va pouvoir jeter un coup d'œil aussi dans le Apache. Pour comparer cette histoire de cellules, triangles, etc. etc. Je vais te remettre de côté, toi. Il t'arrive rien, petite beauté, jusqu'à ce que je te roule, après c'est réglé. Commençons dans l'ordre. Pouette, pouette. C'est des mini-roues, elle ne peut pas faire pouette, pouette, c'est pouette, pouette. Alors, les pneumatiques. Là, effectivement, je te confirme qu'on a la drôle de sensation du pneu qu'on a sur le... alors moi, j'avais le Truggy HPI. On a aussi cette sensation de pneumatique pas terrible. Hein. Le caoutchouc, ça peut aller, mais à l'intérieur, la mousse, on dirait qu'il n'y a rien. C'est light. Ça paraît light. Le collage, ça va. La jante, un plastique un peu brillant comme ça. Elle est flex quand même. Je m'attendais à ce qu'elle me pète à la gueule, honnêtement. Je m'attendais à ce qu'elle casse. J'ai vu comme elle brille, je me suis dit je vais presser dessus. Ça va faire crack. Et Stéphane va me tirer les oreilles. Moi, les pneumatiques, ça me préoccupe pas puisque j'ai mes VP Pro Bulldog. Moi, je vais rouler loisir. Donc j'ai les Bulldogs pour buggy. Et je serai content avec. On va pas peser les pneus, ces pneus standards de buggy qui sont plus ou moins lourds. Buggy c'est pas très grave, les plus lourds c'est Jetco et compagnie que j'aime pas du tout dans le tout terrain. Même ça va sur le goudron mais sinon non. Les écrous de roue ont des cannelures mises au point. Tu vois. Ça se prend bien dans la jante. Je te conseille quand même toujours de mettre du frein filet, n'est-ce pas? C'est plus prudent. N'oublie pas que le frein filet, ça met du temps à sécher. Si tu changes de roue sur le terrain, forte chance que le frein filet n'ait pas le temps de sécher avant que tu roules et qu'il soit badigeonné partout. Et nous allons donc maintenant vous approcher cette bécane de la caméra. En dessous, châssis noir et lisse, façon Hot Bodies. Même si c'est l'inverse, c'est d'accord, c'est de l'humour. Hein. On a donc sur le S les cales de train alu 7075 T6 qui sont ici butées dans le châssis, ici à l'avant vissée, et la toute petite cale avant, elle n'est pas en 7075 T6, elle est standard. Mais bon, ici là devant, ça suffira large. Ici, j'aime bien avoir des cales assez solides, j'aime pas avoir des cales plastiques ici, puisque souvent on va taper là et on va plier et déchirer cette cale, d'accord? Elle est vissée ici avec du M25. On n'a pas de butée sur le châssis même. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie chez Arma, donc ça vient de chez Durango. La cale qui est butée ici au châssis pour ne pas s'arracher. Mais en contrepartie, on a des vis qui traversent ici avec écrou nil stop de l'autre côté. Ce que j'ai survolé sur le plan, mais c'est pas le cas, c'est le montage de la cellule. On n'a ici pas d'accès rapide à la cellule, d'accord? La cellule n'est pas séparée comme ça, donc ça sert à rien d'enlever les deux vis là et les deux vis là pour atteindre le diff. Il va falloir enlever le pare-choc, donc il faut enlever ces deux vis là. Je te conseille de desserrer ces deux là. Ensuite, il faudra desserrer les vis qui sont dans la cellule parce que la cale est vissée à la cellule. Il faudra desserrer les vis des triangles. Quoique non, là elle va même pas. Non, là je te dis une bêtise parce que même si la vis est prise devant cette cale, à l'arrière, on a tout l'insert plastique. On retournera vite sur le plan tout à l'heure.
qui va sortir avec pour atteindre. Donc c'est pas le plus rapide. Moi je suis pilote loisir, ça m'est égal, j'ai pas besoin d'un accès rapide, d'accord. Tourelle avant 70-75 T6 en 4 mm fraisé. Les amortos qui sont du plus bel effet. Full alu. Niveau suspect aussi, on est franchement bien crémeux. J'ai vu quand je l'ai posé tout à l'heure, on mettra les roues. Après là, on n'a pas encore l'électronique dedans. Donc on peut pas tout de suite là comme ça en statique. Voilà. Ça aura peut-être l'air bien en statique quand on aura mis tout l'électro à bord. Ça sera peut-être pas suffisant. On va juste tester dans le vide comme ça. Tu vois, franchement on est pas mal. Hein. Comme ça, vide là, j'aime beaucoup. On verra quand le poids sera dedans si le tarage suffit, si ça réagit pas trop mollement après une fois que la masse est à bord. On a donc porte-fusée avant avec un gros déport. Ici, la pièce n'est pas capturée dedans. Je préfère personnellement quand c'est capturé dedans. Typique de chez Mignon, donc ça se répercute chez Hot Bodies, chez HPI, chez T2M. Énormément de jeux dans tout ce qui est rotule, axe, échappe. Ça ne les empêche pas du tout, mais alors pas du tout, d'être champion du monde dans plusieurs catégories, dans plusieurs ligues. Il y a plusieurs ligues, hein, parce qu'il n'y a pas que ce qui se passe en Europe. Il faut savoir que les ligues de compétition chinoises ou asiatiques sont bien infiniment plus grandes que ce qu'on a en Europe et même aux US. Et ils sont champions dans plusieurs ligues, ces gens-là. Donc tu vois bien que les jeux, ça n'influe pas trop. Ici, c'est ce que je t'ai expliqué, donc on a un cardan CVD. On a ici l'axe capturé dans la tête, qui est vissé ici par un petit BTR. Je ne suis pas un grand fan de ça quand il n'y a pas de jonc de sécurité autour, parce que si le BTR se dessert, à force de jeu, bien sûr, il va s'user un petit peu au milieu, donc il va bouger quand même dans le BTR, et une fois qu'il va bouger, il va faire sa petite place, et il faudra, si tu ne le resserres pas de temps en temps, et tu ne mets pas du frein filet, personnellement je préfère dire du frein filet rouge dans ces cas-là, ça peut se barrer. Pour ça, j'aime bien ceux qui ont un jonc de sécurité autour. Donc là, ce qu'on fera, c'est la bonne vieille gaine thermo autour de la tête. Les cardans options que je t'ai montrés, eux, sont sertis à croisillon comme j'avais sur le VS2. On a donc les noirs standards là-dessus. Les cardans ont un petit aspect bruni comme ça, mais pas vraiment franchement. Ils sont flex comme ici. Ah ouais quand même. J'arrive à les faire travailler, donc c'est pas mal. Bar stab avant-arrière balèze, qu'il faut régler toi-même. Hein. Elles ne sont pas du tout fixées sorties de la boîte. Tu ne vas pas rouler comme ça. Ta barre stab, elle n'aura aucun effet. Je rappelle que la barre stab doit être serrée, mais libre de mouvement. Si tu serres ici bêtement ces deux vis, si tu bloques ta barre stable, elle ne fera pas son travail. Si elle a du jeu, elle fera son travail, mais beaucoup trop tard. Tu vois, elle y arrive, mais juste fin de course. Alors que si je la maintiens ici, regarde, tu vois, j'ai un effet beaucoup plus rapide que si elle se balade. Bien les tapins inversés, monter en opposé chaque fois. Moi, j'aime bien que ça monte de l'autre sens. Là, c'est déjà vissé dedans, machin. Je ne vais pas m'amuser à tout démonter, d'accord. On est en 5 mm là sur le filet devant et derrière. Donc ça, c'est pas mal. Une direction donc standard de 1/8 à 2 colonnes avec roulement, sauf servo réglable ici. Pas des plus accessibles. La molette, j'aime bien l'avoir en haut ici, avoir plus de place en haut et la molette en haut. S'ils font ça, souvent, c'est parce que le cerveau est debout pour être à la bonne distance, pour avoir un levier, regarde, plat. Si te mettent la molette en haut, ils vont devoir te faire un levier décalé. Le problème, c'est que surtout si en plastique, tu vas avoir, s'il est décalé, vous l'avez vu sur le Traxa Sledge, on a un énorme flex, donc une perte de réaction de la direction. C'est pour ça qu'eux, ils sont partis tout droit. Ça aussi, ça existe en option alu, donc ça aussi, au cas où, renfort avant et arrière. C'est assez délirant que le renfort arrière est digne d'un renfort. Le renfort avant est digne d'un renfort arrière. L'arrière est super court parce qu'on a le diff ici, là on aura le bac qui sera monté lipo. Sur le truggy, ça sera un peu limite. Ce sera très simple de relier une partie en plus ici directement, je pense, sur le truggy. Là-dessus, je pense pas besoin. On verra ça. Donc on a plein de fraisages pour alléger au maximum le châssis. Attention, bien sûr, tous ces fraisages rendent le châssis très fin à certains endroits. Donc ceux qui roulent à des endroits sur des circuits où il y a de la casse, de la pierre, des pavés, etc., sur les impacts, ils vont faire des bosses dans le châssis. Ça n'influera pas grand-chose sur le comportement du véhicule, mais ça sera vite quand même endommagé. La version bas de gamme est donc en full cruci.
la version S est en visserie hexagonale. Mais ils nous ont laissé des vis cruci ici. Ça, c'est assez marrant. Et je vais aller en sortir une. Parce que je veux savoir pourquoi. Cruci, m'a dit, on a dit. C'est une vis standard. Alors ça, c'est une vis tout ce qu'il y a de plus normal. Alors ça c'est rigolo. Alors on va vite, bougez pas. Peut-être que le filet est un poil plus gros. Absolument pas. On est identique avec la visserie standard. Bien. Bon à savoir. Il faudra juste, par contre, attention, prendre impérativement la bonne longueur, d'accord? Si tu changes ces vis, surtout ne mets pas demi-millimètre de trop. Ça, je déteste ça sur les crucis. Parce que si tu mets un demi-millimètre de trop, il est probable que la tête de ta vis aille frotter en dessous. Là, il y a de la marge, ça va. Il y a de la marge, on est bon. On va voir si c'est un filet dans le plastique ou s'il y a un petit écrou là-dedans. On va checker le plan. Là, avec les lumières, je vois pas bien. C'est bon. On va sortir le plan pour checker ces petites affaires-là. Donc, on a dit qu'on allait vérifier pour l'accès au diff. On va vérifier ici si c'est dans le plastique directement ou s'il y a un petit écrou. Biais de direction bien sûr à pas inverser aussi. Palonnier de cerveau fourni, plastoc, là je suis pas fan du tout, celui-là il va dégager direct. Je déteste la panne à la noix dans laquelle ici ça tourne sur le cerveau, parce qu'on a des cerveaux super balèzes à l'heure actuelle. Et j'aime pas du tout quand, justement, comme on a des cerveaux balèzes, on va serrer le sauve-cerveau plus fort. C'est ça qui va sauter. Certains vont dire que c'est fusible. M'étonnerait que quelqu'un qui en mange de compète internationale ait envie d'une pièce fusible. Il faut finir. D'accord? Quitte que quelque chose lâche, mieux vaut que ce soit le cerveau que de te retrouver en panne pour un palonnier à quelques cents. Ok? Barre de Ackermann. C'est cette pièce-là qui est en alu et qui a même un petit marquage dessus. C'est assez rigolo pour aller faire ton réglage de neutre. On a une pointe ici à l'intérieur. Et on peut exactement aller du coup au centre. Là, toi, tu ne verras pas. Attends, je vais essayer de te redresser un peu la lumière sans t'éblouir. Tu vois ici la petite pointe là au milieu? Et tu vois la petite barrée blanche qui passe là? Tu peux exactement viser dessus. Alors, tu vas me dire, mais pourquoi il y a encore 4 crans? Eh bien, c'est pour les butées gauche-droite. Tu peux régler exactement. Tu t'arrêtes à 3 butées là, tu t'arrêtes à 3 butées là, ou 4, etc. Ou tu vas en pleine butée méca. Ça, c'est à chacun de faire ce qu'il veut après. Ce petit détail plus. Le support moteur est en une seule pièce. Ça, c'est usiné tout simplement. Rien de spécial. C'est du 60-61. Il n'y a pas besoin de plus. Bien sûr, on préfère avec chariot, c'est plus rapide. D'un autre côté, l'accès est aisé. On a 2 gros trous. Ça, on connaît depuis longtemps. C'est-à-dire que les vis moteurs, tu les laisses dessus. Tu les desserres. Tu glisses le moteur au bout. Tu peux sortir le moteur facilement. Il glisse juste tout simplement dehors. Tu fais ton réglage d'entre-dents et tu vas serrer avec ta clé à laine ou avec ton tournevis ici par là, il y a large la place par l'arrière, d'accord? On a donc un cardan avant très très long puisqu'ils ont décidé de placer le moteur à l'arrière et la transmission est quand même super décalée sur la droite. On a vraiment ici la place sur le châssis pour la batterie. Ici on a un moteur variateur servo, donc on va voir la place ou s'ils ont prévu le vario par là. Je vais aller voir ça. Oui, je ne vais pas aller voir plus loin. On a un mini cardan arrière. Ça, vous savez, je ne suis pas fan. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont mis 2 soufflets sur ce mini micro cardan arrière. Je ne suis pas fan des mini cardans comme ça. Parce que, vous l'avez vu sur plein d'engins, les noix se marquent très vite. Il faudrait que le cardan soit beaucoup plus flexible pour pouvoir encaisser les chocs. Bon, on va checker ça sur la notice. Ici, tu vois l'écrou stop dont je t'ai parlé à l'avant, de l'axe qui traverse entièrement ici, qui est donc en 4 mm en acier. Cardan arrière ici, standard,
donc Osachien, suffit large pour les pilotes de loisirs que nous sommes. Les difficiles iront se diriger vers les CVD arrière aussi pour avoir du CVD partout. Les angles, regarde, on est au maxi ici, juste à ras, ça colle pile poil. On n'a pas les vis de butée dans les triangles. On a de la marge. Et quand on arrive en haut, pareil, on est en butée de suspension, on ne touche pas sur les noix, on ne frotte pas les bords, on n'abîme rien. Maintenant, on va voir si les axes ne sortent pas des noix. Non plus. Les axes sont toujours bien dépassant des noix. Donc pas de blague, pas de farce à ce niveau-là. Sauce Orbitec, Carson, Coralie. C'est bizarre, hein, ils sortent tous de la même usine. Ces trois-là. On va aller à l'intérieur du diff ensemble, voir si on a donc les spirales ou les plats. Et ça s'arrête là. La transmission marche très bien. Comme le châssis est très flex, bon, je répète, on n'a pas mis le bac à batterie qui a quand même ici 7 vis. D'accord ? Ça va jouer énormément sur le flex. Donc ici, on devrait avoir aussi de la place suffisamment pour le moteur. Clairement, ici, le vario est monté ici. Le cerveau s'arrête là. Et ouais, on peut mettre un moteur de 82. Non, je plaisante. Bien sûr, on va mettre un 74. Est-ce qu'il me reste un 68 bien léger ? Quand même. Eh ouais. Eh ouais. Il me reste un petit 2000 kV Torx. Où est-ce que je prends un ventilé dernière génération encore plus léger pour pousser le bouchon super léger? Est-ce que c'est peut-être le châssis qui serait idéal pour mettre la tonne de vis titane dessus et alu et tout ce qu'il faut pour réduire le poids vraiment à sa plus simple expression? Non, je préfère les rouler. Donc on a causé des cruciformes là. Et on a des petits cruciformes ici qui maintiennent les axes. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des petits cruciformes là? C'est parce que ces vis cruciformes ont une tête plus grande que les vis standards boutons hexagonales. Et ça bute ici donc l'axe. L'axe qui est fait de façon spéciale. Regarde ça. Petite évolution par rapport à ce qu'on avait sur le HPI. Là-bas, on a un axe qui a la même dimension de devant jusque derrière. C'est une vis en plus avec un paraplastique. Ah, c'est un petit clou. Regarde. C'est un axe en acier parce que sur le HPI c'est un peu plus souple. Vous avez vu, ça s'est tordu, ça a cassé. Là, on a un axe en acier. Ça me paraît un peu fin, du 3 mm. Mais j'aime bien le petit détail de la tête plus grosse qui se rentre complètement là-dedans. À l'occasion, on mettra la vis standard dessus. Ce qui est bien, c'est que c'est facile à sortir puisqu'ils ont prévu, tu vois, ça dépasse un petit peu, tu peux le repousser dehors. Ça c'est cool, ça évite de mettre deux vis, parce que c'est la version HPI, en fait on avait deux vis et l'axe était de la même taille de devant jusque derrière. Ça c'est rigolo. À l'avant, on n'a pas de possibilité de déplacer le porte-fusée. Ça se voit en 1/5 sur MCD, on a ça. Sur la 1/8, c'est pas encore fréquent d'avoir l'avant. L'arrière, oui. On a 3 possibilités d'ancrage de distance pour la biellette supérieure ici, et on en a 3 en hauteur, mais pas en distance, vu que la distance tu peux la régler ici. 4 positions pour l'amorto en inclinaison devant, pas de possibilité de hauteur. Ici, 2 seules et uniques possibilités et rien en hauteur. Donc si tu l'éloignes, tu perds de la garde au sol. Ici. C'est pour ça qu'il y en a plein qui ont cette pièce en travers. Ici, tu peux, même si tu écartes ton amorto, sera toujours à la même distance pour que ton triangle soit toujours à la même distance. Là, c'est pas le cas. Pas très grave. Les bras, je suis pas inquiet parce qu'on a testé déjà la solidité sur plusieurs autres modèles de ces bras Mignon. Chez Bodies, ils existent en dureté différente. Je ne sais pas s'ils ont prévu ça aussi chez Mignon. Je répète donc, ça c'est possible en alu, ça c'est possible, ça c'est possible. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux de faire un engin trop rigide, d'accord? À voir si on arrive à les pousser à nous faire une version GT avec un châssis plat et du coup là-bas, ça sera forcément utile d'avoir un châssis plus rigide.
Support d'aileron vissé dans l'aileron ici, mais avec du nil stop de l'autre côté. En dessous ici, par devant avec le nil stop aussi. Je ne suis pas un très grand fan du support d'aileron vissé uniquement directement dans la tourelle. Beaucoup de constructeurs utilisent la vis ici du bas, qui maintient aussi donc la tourelle de suspension, passe à travers les trois pièces en fait. Certains font un appui en plus en bas, ce que j'apprécie. Bien sûr, ça c'est léger. C'est pas spécialement flex, il est assez dur. Bien sûr, on peut régler un minimum de hauteur et d'inclinaison sur l'aileron. C'est sympa d'avoir des réglages. La mode en ce moment, c'est des pièces uniques, en taille unique, donc tu as différents supports complets d'aileron avec différentes hauteurs ou inclinaisons. J'aime bien quand c'est flex. On fera l'essai, si on a le moindre doute, au pire on virera ici la platine intérieure. C'est ce que je fais aussi chez Obao pour garder du flex. On voit quoi que ça va. Hein. Tu vois, ça va. On a une bonne surface d'appui pour l'aileron. Les petites rondelles sont fournies aussi. C'est bizarre qu'on n'ait pas les BTR dans les triangles. On va aller voir la notice s'ils sont censés être là. On va surtout ouvrir le reste de la boîte. Voir si tout le reste est avec. D'accord? On va voir ce qu'ils nous fournissent aussi comme pignon moteur. Avec cette affaire. Les cales de train, je te le montre à l'arrière parce que ça sera plus facile. Tu as évidemment plusieurs réglages possibles. Selon la hauteur que tu mets là, selon la hauteur que tu mets devant, tu vas changer l'angle, tout simplement. Soit, il y a plein de noms. C'est l'anti-squat, c'est le kick-up, c'est ce que tu veux. D'accord? Il y a 2-3 noms pour cette pièce. C'est juste l'inclinaison du triangle par rapport au sens de marche. Plus ton triangle va être comme ça, et plus tu vas mieux encaisser les chocs de ce qui arrive en roulant, d'accord, et mieux franchir l'obstacle. En tout terrain, c'est important. En GT, tu n'as pas besoin là, tu peux rester complètement plat. D'accord? Mais tu ne peux pas régler, par contre, tu vois, c'est réglable que en hauteur. Tu ne peux pas régler le pincement arrière. Là, il y aura peut-être plusieurs cales disponibles, des cales avant ou cales arrière de différentes largeurs. Ici, ouais, c'est écrit, c'est estampillé 3,0. Donc, on a 3 degrés de pincement qui sont collés sur la cale. Donc, si tu veux changer ça, il faut acheter une cale complète. C'est pas juste l'insert. Il y a des constructeurs ici qui font des cales carrées, donc avec 4 ou 6 trous possibles, donc pour changer la hauteur et pour changer le déport de ton triangle. À l'avant, c'est pareil, c'est des cales ovales, donc c'est le même que l'arrière, ça c'est cool. On va y checker la notice pour les certains points qu'on a abordés ici. Excuse-toi. Hop. Alors en buggy encore, peut-être que la version bas de gamme pourrait aller parce qu'il est léger. C'est vraiment sur le Truggy que... Sur le Truggy, j'irais prendre que la version S, personnellement. Après, il y a aussi une question de budget. Bien sûr, tu as envie d'un Truggy, tu prends la version normale parce qu'elle est moins chère. C'est ton choix. Ça paraît juste savoir que tu ne rouleras pas comme un sauvage. Avec les tourelles 60-61 sur le retournement, on l'a vu sur les anciens VS, on l'a vu sur les serpents, quand tu te retournes, tu tords. Hein. Team Magic B8ER, c'est pareil. Il y a plein d'engins comme ça qui ont eu cette blague. Donc je te confirme, tu as 2 vis qui traversent la plaque avant et la cellule complète. C'est une seule pièce, d'accord? Donc il faut bien tout séparer. Enlever les 2 vis devant, desserrer celle-là, enlever les 2 vis qui traversent le tout, déposer les triangles avec la cale derrière, si elle sort bien, ça va juste se décrocher. Bien sûr, les 2 vis en haut de la cellule pour atteindre ton diff. Et que vous voulez-on voir d'autre encore? Si on a un insert négatif, c'est dans le plastique que la vis est serrée. Et comme tu as pu le constater, on a un super serrage. Tu as vu comme j'ai serré la vis dans le plastique, elle n'a pas foiré ni rien. Je peux te dire qu'il y en a 2-3 marques comme ça là. Cité déjà avant, ou ZD Racing, même s'ils ont un écrou, où l'écrou va tourner dans le plastique chez ZD Racing. ZD Racing, donc rebadgé chez Apsima, etc. Navy. Et tout comme T2M, ils vous font toujours la même blague. Hein. C'est le prix plus 200 €. D'accord? C'est pour ça qu'on est super content de pouvoir récupérer Minyoung sous sa marque Minyoung. Et je peux vous dire que Stéphane a bossé dur parce qu'il a dû se battre justement précisément avec Radio Systemi, les Italiens qui avaient importé tout départ
Mignon qui ont pris l'importation exclusive. Ensuite, il y a T2M qui s'en est mêlé pour l'importation exclusive, mais ils n'ont pas fait tous les modèles, ils s'en foutaient d'en vendre beaucoup en fait, et Mignon, ben, ils veulent vendre. Donc ils leur ont fait sauter l'importation exclusive et ils leur laissent les deux modèles qui sont choisis, puisqu'ils étaient censés faire le Truggy qu'ils n'ont pas fait finalement. La version S, ils la font que en nitro, et en mode brushless, ils te proposent que la bas de gamme. Donc, bien sûr, Stéphane a fait le forcing pour sauter dessus, pour pouvoir vous les proposer. Et comme dit, je veux dire, quand j'ai vu les prix, je m'attendais pas à ça. Il est honnêtement 100 € moins cher que ce que je pensais qu'il serait, et c'est au total, comme dit, bien moins cher que ce que vont vendre les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on voulait voir encore? La boîte radio. On va la sortir de son emballage. Voir comment qu'elle est foutue par rapport ici au moteur. Et oui, il y a cerveau et radio. Attention, Mani, tu as mesuré 74, mais la boîte radio elle est à côté du cerveau, elle ne dérangera pas. Hello, standard, rien de spécial. C'est sympa aussi, tu vois. Une ligne de base, relativement plate. On a bien sûr plein de modèles, ça aussi. Allez voir le prix des ailerons chez Stéphane. Il a des ailerons High Downforce. Donc vous connaissez la forme avec le petit pli dedans. 5 €. En plus flex. Celui-là aussi d'ailleurs, regarde-moi ça. La classe. J'aime bien. Ça change. On a effectivement le pignon est fourni. Donc pour ceux qui achètent le RTR, pignon et vis moteur. Attention, tiens, ça c'est intéressant. Ça c'est un point très intéressant. Attention les kikis. Les vis de fixation moteur et le chariot, ça c'est très important. Donc RC en PLS, ping, tu mettras un moment important à ce niveau-là parce que Rafouille, avec les antihistaminiques, il dort, il plane. Tu es lié à un moteur qui a des vis de fixation en M4. Alors pas de panique puisque beaucoup de moteurs modernes sont en M4, d'accord? Il y en a qui ont le M3 et le 4, il y en a qui ont que le 4. Il y a encore certains moteurs qui n'ont que du M3. Donc attention à ce que tu as de dispo chez toi. Si tu prends l'artère parce que tu as déjà un moteur qui traîne, assure-toi bien qu'il soit en M4 si tu ne peux pas le faire toi-même. Moi, bien sûr, j'hésite pas. Là, tu vois, on a du M3 et du M4, par exemple. Les moteurs Rocket aussi dernière génération, dispo aussi chez Action Molisme. Une vingtaine d'euros moins cher que les rebadges WS Line et Connect de ces mêmes moteurs. 80 au lieu de 100. C'est pas rien ce prix du moteur. Hein, tu grappilles 20 € là, 10 € sur le truc, 100 € sur le châssis. À la fin, ton modèle entrée de gamme complète, il va être sympa. Sachant que, comme dit, tu peux encore l'équiper jusqu'au niveau haut de bodies. Hein, pour faire le haut de gamme du haut de bodies. Mais toujours beaucoup moins cher. Et comme dit, surtout niveau pièces, si tu as de la casse et tu as un haut de bodies ou autre, je te conseille vraiment d'aller voir Mignon. Donc impératif d'avoir un moteur M4. Moi perso, si j'ai pas ça, c'est pas un problème. J'enlève mon carter moteur. Je perds ça 3.2 ou 3.4 si j'ai encore mon forêt, je fais tige de 3.4 et je filte 4 mm. Au pire 3.5, mais dans l'alu 3.5 et filte en 4. Ça suffit théoriquement. Mais je préfère être un peu large. Et là je dis peut-être une bêtise, c'est 3.7 qu'il faut également. RC Usinage 34 et Christophe, ça c'est votre boulot. Là, taquer à Mani et donner les bonnes cotes, s'il vous plaît. D'accord? Donc ça, on a vu, c'est OK. Maintenant, on va checker un coup cette boîte radio. Parce que là aussi, il y a des choses des fois embêtantes pour certains, c'est que ces pièces sont trop flex et bougent. Comme c'est le cas chez Arma. Là, ça a l'air d'aller. Ça sera vissé avec les 4 vis là. Effectivement, donc la boîte radio est de côté. Tu as donc une grande place pour le moteur. On a un autre avantage de ça, c'est que pour avancer, la couronne tourne de ce sens. Ça veut dire que si même quelque chose devait tomber dans la transmise, ça serait éjecté vers l'extérieur. D'accord? Ça, c'est un point très important que j'ai découvert avec la VTE2. Ça fait tout le temps que je fais du modisme, tu vois, on ne s'est jamais posé cette question.
Donc sur des engins où tu as les diffs qui sont dans un sens donné, où tu ne peux pas tourner ton diff parce qu'il y a une encoche dans le châssis, il y a un détrompeur dans la cellule. Détrompeur dans la cellule, ça va, tu peux le couper. Je vais t'expliquer pourquoi. Si ceci était de l'autre sens, pour avancer, on serait vers le bas, ce qui fait que tout ce qui serait projeté à l'intérieur tombe dans le pignon et passe dans les dents et te pète les dents, d'accord? Sauf la graisse, même si c'est de la graisse qui a 100 ans. Oui, on a une théorie comme ça. Quelqu'un nous a dit, attention, la graisse, ça peut durcir. Et si t'en mets, il ne faut pas en mettre entre couronne et pignon ici, dans la cellule, parce que ça devient tellement dur que ça peut casser les dents. Bon, je pense qu'il y en a un qui a confondu la graisse qui durcit et forcé au pistolet à mastic 1 kg de graisse dans la cellule de 100 ml. Donc, on est tranquille sur ça. On a de la place pour mettre un ventilo aussi. Beaucoup d'engins de compétition maintenant ont des clampes complètes dessus. Je ne suis pas un grand fan de ces clampes. Déjà, c'est plus lourd. Ça a un avantage, c'est que tu ne stresses pas l'avant du carter moteur au niveau des vis et de la tension entre les deux carters sur le moteur, le rotor sur les chocs. D'un autre côté, quand on voit tout ce qu'on a fait subir à des engins qui ont les moteurs fixés comme ça sans problème, j'ai pas besoin. Ça, c'est plus léger en plus que la clampe complète. La clampe complète tient bien le truc. Ça va peut-être refroidir mieux parce qu'il y a un contact entre le moteur, la clampe, le châssis. Tu peux visser sur certains le ventilo dessus où tu n'as pas toujours la place pour mettre les ailettes. Là, tu as la place pour mettre ton refroidisseur, donc ton dissipateur, plus ton ventilo, ce que tu as envie. Ça, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Les petites vis à pas plastique avec des têtes bien larges pour fixer le cerveau sur sa platine. Ok. Vous allez reconnaître bien sûr le style Mignon pour la boîte radio. Là, ils ont évolué, ils ont mis des petits feutres. Feutre sur feutre, ça se pince comme ça. Et tes câbles, en plus, regarde, ils vont bien vers le bas, tout droit, tout propre. Ça, c'est cool. Bien sûr, le Vario va être de ce côté-là. Hop. Donc le câble Vario, lui, par contre, on va dégager tout ça. Le câble Vario, ils ont prévu en dessous. Tu passes dessous jusqu'où? Ils ont prévu une encoche là. Donc il va ressortir là pour aller là. Si tu passes par en dessous, il y a un petit souci au moment de l'entretien. C'est-à-dire que tu seras obligé d'enlever la boîte radio pour débrancher ton Vario, de desserrer toute la platine ici pour enlever tout ça, de séparer les deux en deux. Si tu passes par au-dessus, tu as l'avantage que tu enlèveras 4 vis du cerveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est les babilles, bouchettes. Et pour enlever la platine lipo-récepteur, Vario. Donc 7, 8, 9, 10, 11 vis pour enlever l'électro. Bien sûr, débrancher les 3 câbles moteurs, desserrer les 2 vis moteurs pour sortir tout, pour faire un entretien, pour un châssis à poil propre. Ils n'ont pas prévu de quoi fixer le Vario. Ils ont juste mis une butée pour qu'il n'aille pas trop vers là, vers la couronne. Parce que là, il est pile devant la couronne, effectivement. Ça, c'est pour le câble. Donc eux, ils ont prévu uniquement double facé, velcroté. Moi, j'aime bien quand on peut visser, parce que certains Vario peuvent se visser sur la platine. Au pire, là, donc on mettra un velcro et on mettra bien sûr un rilzan autour pour empêcher le velcro de se bouger, de se séparer, de se décoller, puisqu'on a 2 faces collées, plus le velcro au milieu. Moi, j'aime bien ma petite ceinture de sécurité, j'y tiens. Niveau sangle, lipo, chez certains, c'est vraiment chiant. Arma sont spécialisés dans les sangles chiantes, par exemple. Sur la 1.5, c'est la cata. Sur les BLX3 S4S, c'est aussi mal foutu avec le bord. Là, on est bien, on a de la place. On verra la qualité, il faudra mettre une grosse 6S bien lourde. Et il faudra la stresser, la bagnole, niveau des sauts et des retournements. Ah, moi, j'y tiens bien. Pour voir si on ne va pas déchirer ici au niveau des coutures, au niveau des sangles. Niveau place, nous allons voir si on peut rentrer une 6S standard. T'inquiète pas, je vais te mesurer le bac, ça c'est un point très important. Alors bien sûr, comme c'est un engin typé circuit compète,
ils font pas des bacs méga longs comme on a en loisir sur le sledge, parce que ils sont ric-rac avec la place dans le buggy, et ils veulent le poids ici complètement en avant, tu vois. Ça rentre, donc c'est un bac standard en 140. Est-ce qu'il est Pierre-Yves? Hop. Donc le bac fait 144. Tu prévois toujours de l'espace de la mousse pour protéger ta lipo. Donc on est bien en 140 par 50. Il y a un peu plus de 50, 53. Je ne vais pas te dire 54 parce que c'est un lipo en 54. Il ne pas. Parce que tu vas être un... Attention, il y a les sangles lipo. Donc 50. Une batterie de 50 par 140 rentrera tranquille. En hauteur, il suffit de changer les sangles. Il faudra monter la carreau, évidemment, si tu mets 8 SO comme ça. À un moment, ça va coincer. Mais il y a moyen de le faire. Si vraiment tu y tiens, il y a moyen de le faire. On pourrait faire un 8S en 2200 mAh. Pour vraiment faire du 35 ampères de consommation. Nous avons donc le moteur qui est au centre, avec la masse, la batterie un peu en avant, et le vario un peu en arrière. On a la transmission bien décalée à droite, le moteur est quasiment à l'extérieur du châssis. Niveau lipo, donc, honnêtement, si tu passes ça, c'est une 6S 4005. 600 grammes en gros, une lipo comme ça, 600-650 grammes. Moteur à 400 grammes si tu es à 74. Et là encore un vario à 150 grammes. Même si on est, à mon avis, on sera déséquilibré avec un ensemble 6S 150 ampères. Par contre, avec un 74 en 4S, on aura un peu plus de marge d'équilibrage. Bien sûr, ceux qui roulent en compète ont des shorties, donc ils peuvent encore soit reculer la masse pour rester centré, soit avancer la batterie pour contrebalancer. Les variateurs, on en trouve des très légers. Là, je parle 150 grammes pour un 6S. On trouve des varios de 70-80 grammes pour ceux qui veulent faire léger. Évidemment. Cerveau, une soixantaine de grammes. Je vais donc maintenant mettre les éléments de cette machine sur la balance. Pendant ce temps, on va vite causer du dernier petit fafet. Dans le dernier petit sachet, il y a des pistons pour les amortos et des chapes de rechange. C'est rigolo. Ils ont mis 4 chapes droites en plus. Tu peux pas, c'est pas pour remplacer celles-là parce qu'elles sont plus longues, c'est juste 4 chapes de 4 chapes intérieures ici de plus. C'est tout. Fafard est là. Alors, je vais te poser déjà. On va mettre les roues avec, hein, parce que elles seront sûrement pas très très lourdes les roues. De toute façon, après, ça dépend de. Une roue fait 110 grammes. C'est un peu plus lourd que des roues de buggy de compète ou quoique. On va poser le châssis, le bac à batterie, le bac lipo. On va mettre la visserie avec l'aileron, les écrous de roue pour avoir un poids à vide de la machine. C'est bon. On va pas oublier la carrosserie avec la peinture. Hop. Et nous arrivons à un poids à vide de 2,650 kg. On y rajoutera donc, si tu pars sur du léger, moteur 250 grammes, variateur, on va dire 350 moteur vario câblage, 60 grammes le cerveau, donc 410 en gros, et le récepteur, 430 grammes, plus 400 grammes de lipo, 450 grammes, ça fait 850 grammes, au plus de 2,6 kg. Donc on arrivera à 3,4 kg équipé. En gros, en 4S, si tu veux rester relativement léger, en 6S, il va falloir prévoir 150 grammes de plus pour le combo. Le reste, tu ne touches pas. Tu ajoutes 150 grammes sur le combo et tu ajoutes surtout sur la lipo les 2 cellules en plus, donc 250 grammes. Donc tu rajoutes encore 350 à 400 grammes pour passer en 6S. On se retrouvera donc à 3,7 kg, 3,8 kg en 6S. Je viserai plus les 3,8 kg. Donc on est bien dans une gamme d'engins à un poids raisonnable, puisque tout ce qui est Coralie, Arma, si Traxxas sort un buggy sur la base du sledge, ça sera aussi un poids lourd. Eux sont dans les 4,2 kg en 6S. Quand même.
Et je pense qu'on a fait le tour. Alors à l'arrière aussi, si on n'a pas causé d'un truc à l'arrière, nous n'avons pas à l'arrière de possibilité de réglage de hauteur des portes fusées, d'accord? Mais c'est vrai qu'on a pas mal de débattements sur les trucs. C'est ça qu'on n'a pas regardé, les BTR. Il y a le BTR moteur, mais il n'y a pas de BTR pour les... Naughty, sois-tu. On n'a pas de BTR pour les triangles. Alors pas de panique, hein. Tu n'es pas obligé de prendre des BTR, tu peux prendre des vis à tête bombée, toutes simples, que tu vas mettre par en dessous. Ce qui est sympa, bien sûr, le luxe, c'est d'avoir la vis à tête bombée qui a en haut le trou en BTR. Donc tu peux atteindre par en haut et par en bas. Parce que ta vis par en bas, pour l'atteindre, il faut comprimer la suspension à fond et comme tu peux voir, il n'y a pas beaucoup de place. Donc la vis tête bombée, ça va être limite. En plus, elle va, pour ceux comme moi qui aiment bien un garde au sol max, elle va déjà toucher. Donc là, si quand même, il faudra des petits BTR. Il faudra prendre au moins, je pense, des 20 mm. Il faudra prendre du 4 par 20, facile, pour réussir à aller dessus. Ils ont prévu aussi chez Mignon 2 trous ici pour fixer des bavettes. Ils n'ont pas prévu dans les triangles de place pour mettre des plaques en carbone ou en graphite ou n'importe quoi d'autre. Donc à voir. Et on va rapidement encore jeter un coup d'œil sur le cardan arrière. Le RTR d'ailleurs est livré avec un combo Obi-Wing 4274 2000 kV et variateur Quick Run 6S. Cardan arrière, où es-tu? Très cher mini cardan. Ouais, tu vois, ils te font en pièce option, tu as un kit de bras de suspension pro. Un kit complet. Ah, si j'oubliais, attention, la vis chromée, t'as pas inversé. Celle-là, tu dois la serrer pour la desserrer. Celle-là est normale. C'est l'avant droite et l'arrière gauche. Tu peux remplacer par des vis comme on a sur Hot Bodies, c'est-à-dire des écrous avec des têtes. Alors pourquoi mettre des têtes au lieu de vis qui ont des creux? Et bien tout simplement parce que ça peut se remplir de terre. Donc sur le terrain, si tu es en compète et tu dois aller vite, tu dois d'abord gratter la terre, ensuite sortir la vis. Alors que ça, non, ça ne peut pas se remplir. À l'arrière, on a, regarde, un mini CVD 26,5 mm. On a une option CVD avant aussi. Je vais t'enlever le... Ne casse pas le caoutchouc, Mani, s'il te plaît. Alors là, c'est une noix normale. Il y a juste une grosse rainure pour mettre la manchette. Et là aussi. Donc là, on est sur un axe normal, d'accord? C'est pas le CVD, c'est un tout petit cardan, tout simple. Donc les amortos du Pro, on les a déjà dessus. Les rotules en acier, on les a aussi. Donc sur RTR, c'est possible qu'il y ait le plastoc. Regarde, ils ont mis des membranes plus des mousses. C'est-à-dire que derrière la membrane, il y a une mousse. Tu n'es pas obligé de la mettre, ça changera la réaction de la suspension. La membrane étant creuse, et elle est là pour compenser le volume de la tige qui rentre dans l'amorto. Si derrière ta membrane, il y a de la place, la suspension en bas va être très light, puisque tu n'auras pas de réaction encore de mouvement de l'huile, vraiment. Ensuite, la membrane sera plaquée, le volume sera pris, et là, tu es en fonction normale, mais ça permet, justement, quand tu es en train d'accélérer, par exemple, un peu tassé à l'arrière, délesté à l'avant, d'avoir des petits mouvements de suspension quand même, avant d'attaquer la grosse partie. Si tu mets une mousse, tu vas amoindrir ça. Tu vas être plus ferme dès le départ, d'accord? T'as raison, on va voir. Évidemment qu'on va voir. C'est pas bon. C'est pas bon non plus. Ah, Mani, qu'est-ce que tu fais?
Alors là, on a des membranes toutes fines, enfin pas fines, mais avec peu de volume, mais costauds. Hein. Elles sont bien renforcées à l'intérieur. On va vérifier, t'as raison, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. On a des constructeurs qui continuent encore au XXIe siècle à faire une erreur qui était courante dans les années 80-90. C'est-à-dire que l'amorto pleinement comprimé, l'écrou ni le stop, le bout tape la membrane et la défonce. L'OSI dans l'RTR est spécialisé pour ça, ils te disent que c'est pas vrai, c'est pour ça qu'ils ont mis carrément des caoutchoucs là-dessus pour empêcher la membrane de se faire défoncer la rondelle. Là, on est loin. Super. Bon travail. La membrane ne risque absolument rien. Obitech aussi, comme ça, hein, spécialisé dans cette bananerie. C'est pas vrai, bien sûr. Hein. C'est pas vrai. Ils savent ce qu'ils font. Mani, c'est un menteur. Démonte tes amortos Obitech et regarde jusqu'où va ton piston. Tu vas voir que ce n'est pas vrai. Mani dit la vérité. Hello baby. Alors, on a checké ça, on a checké ça. Ce qu'on n'a pas fait encore ensemble, c'est d'aller ouvrir à l'arrière ici. On va faire le test qu'on a dit à l'avant. On va le faire ici parce que c'est plus simple, il n'y a pas le pare-choc. On va donc enlever ces 4 vis là. Les 2 vis sous le dessous, on va juste se faire de la place, enlever un petit peu la carrosserie. Je croyais que tu voulais partir. On va se faire de la place pour ne pas dégommer tout ce qui traîne là. On va te remettre dans la boîte. Ok, c'est parti. Démontage. Donc, 2 vis de 4 par 50 ici dans le train. Là, 4 par 20, 25. Ok. Deux vis sous le dessous. Ah ouais, attends, avant que je démonte, il y a un truc qu'on n'a pas vérifié. Les huiles. Souple derrière, mais pas trop. Souple devant, mais pas trop. Donc on a 3 fois les mêmes huiles. Oh, quoique. Ouh. Le central, un peu plus costaud. Le central est plus costaud. On va aller revérifier encore dans la notice s'il nous parle des huiles. Histoire de. Là, on va juste desserrer. Comme ça, ça bouge, on a de la marge. Et ce qu'on va voir maintenant, donc, c'est si ces cales plastiques, elles traversent ou si elles sont bloquées justement à l'inverse, par là. Si elles ne traversent pas, on va être obligé de virer en plus ça n'a pas l'air de coopérer. Hein. Donc on va être obligé de virer ça en plus. Et là maintenant, on va voir si... Ouh, c'est chaud. Hein. Ça passe. Par contre, de l'autre côté, on va être obligé d'utiliser une clé. Pour tenir le truc. Donc tu vois là, maintenant ça, niveau accès là, c'est pas rapide du tout. Hein. Chez Serpent, ils ont mis des petits circuits. J'aime pas du tout. Chez Obao, ça va un peu plus vite parce que tu peux. C'est juste un axe capturé. Bon, je vais passer toutes mes clés avant dans la bonne. 5-5. C'est parti. Ok. On va prendre appui quelque part, on ne va pas blesser la pièce évidemment.
Alors, vous ferez attention, il y a sur chaque axe une rondelle plate, grand diamètre, relativement fine. Là, on va déboîter les cardans. Et on va atteindre ce diff. Voilà. On a des roulements qui sont pas en double Z mais en bague nylon. Et on a bien des dentures en taille droite. On a aussi effectivement quand même les 3 rondelles de calage de ce côté-là. On va l'ouvrir. De toute façon, ça. Alors encore à l'arrière, ça, j'aurais pu le laisser comme ça. On n'a pas trop de graisse, mais suffisamment. Pas besoin de chercher de midi à 14, hein, niveau de la graisse. Donc je vais bien sûr, moi, ouvrir tous mes diffs. Ce qui est bien, c'est que tes rondelles de calage, elles passent par-dessus la noix, regarde. Donc tu peux intervenir rapidement là-dessus sans tout démonter. Et à l'intérieur, on a bien de l'huile. C'est bien fait, c'est propre. C'est marrant parce que c'est des diffs, ça ressemble quand même sérieusement, pas juste uniquement bien sûr aux bodies HPI et T2M. Ces diffs mignons, tu vois le joint bleu, la construction, il y a d'autres marques qui les ont. On va faire autre chose encore aussi. On va enlever un planétaire. On va virer l'axe. Ce qu'on veut voir, c'est si les noix ont une gorge. Et si elle est graissée. Il n'y a pas de rondelle entre le planétaire, ici, et le corps du diff. Enfin, de la couronne. Tu vois. Par contre, on a ici de l'espace. Il y avait de la graisse, là, tu vois. Il y a un peu de graisse et d'huile. Donc, il y a de l'espace pour contenir du fluide, de lubrification, que ce soit de la graisse ou de l'huile, entre ces deux pièces. Mais pas de rondelle en plus. Et on a bien une gorge pour avoir un petit peu de lubrification. Certains constructeurs comme Lowe's ou autres utilisent ça pour mettre un petit joint torique là-dedans pour éviter que l'huile de l'intérieur du diff puisse sortir. Là, il n'y en a pas. Et comme tu peux voir, déjà, ça a frotté sur la matière. Parce que au montage, ça, il y a très peu de constructeurs qui le font. Il n'y a pas de lubrifiant, ni de graisse, ni d'huile ici au moment de le mettre à l'intérieur. Ils s'en fichent. De toute façon, il y aura toujours une petite fuite de l'intérieur à l'extérieur. Ils comptent sur ça. En plus, ça va se faire très vite au niveau du rodage, on peut dire. L'excédent de matière va très vite dégager. On va se mettre tout ça ici parce qu'on va sortir les éléments internes. Là, on a une petite rondelle avant le planétaire, le satellite, pardon. Et aussi, on a ici un petit BTR dans le corps du diff qu'il faut sortir pour réussir à sortir l'axe. Certains constructeurs n'ont pas ça parce qu'il y a la place à l'intérieur pour sortir l'axe. Chez eux, c'est pas le cas. Autre avantage de ça, c'est qu'on peut passer un outil pour lever le planétaire parce que souvent il est collé. À l'intérieur aussi ici, pas de rondelle en plus. On est directement sur l'insert acier qui est dans le plastoc. Bouge pas. Zip. Voilà. Tu vois, on est directement dessus. On va sortir l'axe. Hop. Et là aussi, pas le moindre lubrifiant dessus. Donc moi je suis bien content d'avoir des vêtements parce que c'est pas grand chose mais j'aime bien. Après si ça avait été un RTR, j'aurais d'abord fait un tour avec avant de changer mes huiles. Quand c'est comme ça, moi j'aime bien démonter mes diffs justement, pas seulement spécialement pour mettre mes huiles, mais surtout pour aller graisser ce petit passage là pour pas avoir cet arrachement de matière.
Même si, il faut le dire, j'ai pas spécialement eu de problème sur les engins où je l'ai pas fait. Ça n'a rien changé. Même pas au bout d'un an ou deux, niveau de l'usure, donc ça va. Donc tu vois, c'est pas super rapide l'accès. On n'est pas encore sur la caisse de niveau compète. Il y a une évolution de ce machin sur laquelle peut-être ils ont fait ça, qui a gagné il y a quelques semaines de ça, justement un championnat d'une de ces ligues asiatiques, la version haut de gamme du buggy avec une petite modif. Donc je pense que ils sont peut-être allés modifier le chariot moteur et cet accès au diff pour les versions complètes, puisque Hot Bodies a l'accès rapide sur les diffs. Sur les derniers modèles, tu fais attention donc à tes cales en plastique de ne pas les paumer, et tu fais attention donc évidemment au sens. Et je te confirme que ça ne sort pas, regarde. La cale plastique, regarde, tes gros doigts ils verront rien, est montée de l'extérieur vers l'intérieur. Tu es donc obligé de démonter les axes ici pour atteindre ceci. Merci Baboun. Alors, Baboun derrière moi m'a dit, tu dis que tu confonds les abonnés sur les mots. Ouais, j'en ai foutu partout là-bas. Mais c'est la mienne, je m'en fiche. Et il n'y a pas que sur les noms que tu confonds, puisque Ben14 et moi Baboun, on n'a pas du tout le même nom. Ça commence peut-être juste par Ben, mais ça s'arrête là. Et je vais me préparer. Bouge pas. Voilà, place. Donc, ce que j'ai dit, c'est normal. Vous êtes deux petits vieux grisonnants avec la barbe. Tu m'as pas eu, la la la. Faut se méfier, les vieux, ils sont patients, ils peuvent faire des colis piégés 6 mois après. Je saurais même pas d'où ça vient. Paf. Ah, plus manie. On sort le... Ouais, on sort le diff central aussi. Allez, on est parti. Pourquoi je vais sortir le diff central? Non, t'as raison. Check notice. Parce qu'il n'y a pas d'accès rapide non plus au diff central. Il faut sortir 2 vis en haut et 4 vis en dessous. Alors, dureté des huiles. Ils ont mis de la 100 000 au centre. C'est marrant, hein? Quand tu vois le nombre de gens, quand j'ai commencé cette chaîne, quand je disais je roule avec de la 100 000 au centre, ah c'est n'importe quoi, il fait de la merde, il sait pas ce qu'il fait, ça casse les diffs, faut pas mettre de la 100 000, gna gna gna. Deux séries 100 000. Donc tout ce que je vais te dire, c'est ferme-la. Et les diffs avant-arrière, bouge pas. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis avant-arrière? 5000. 5000 avant-arrière. Donc 5000 à l'arrière, on peut laisser. On est bien. Donc, je roule généralement 10 000, mais 5000 ça me va aussi. À l'avant, par contre, ça me suffira. À l'avant, c'est trop léger, sortie de virage. Bien sûr, le véhicule est agile, mais moi je préfère la motricité, vous le savez. Donc je vais mettre plus épais devant. Je vais pas aller trop loin non plus. On veut 100 000 aussi. 60 000. On va voir. Ouais, entre 60 et 100 000. Je vous dirai ça quand j'aurai remonté l'engin, si j'ai pas oublié. Pas de le remonter, tas de nouilles si je vais le tester. Mais bon, c'est pas exclu, hein. Vous avez raison. Il vaut mieux prévenir que guérir avec Mani. Et puisqu'on en est là, dans les amortos, qu'est-ce qu'ils ont mis? 450 avant et arrière. Et piston d'origine 1,3 avant et arrière aussi. Donc ils sont carrés sur le suspect, ça j'aime beaucoup. Moi j'aime bien, j'aime pas m'emmerder à faire plus dur devant, plus souple derrière. J'aime bien. Carré c'est bien. Carré c'est facile. Bon bah voilà, ce coup-ci je crois qu'on y est. N'empêche que t'as vu, avec le temps on a failli oublier un tas de choses. On n'avait pas pensé à checker la hauteur du piston sur la membrane. On n'a pas pensé à démonter le diff jusqu'à là pour voir la lubrification, ça n'est revenu que après. Ce genre de choses. Alors, pourquoi j'ai acheté ça et pourquoi j'ai pas acheté de la Suga? Vous me dire, mais pourquoi il n'a pas pris la Suga? Il a pris ça aussi.
Il avait déjà assez de buggy en 8ème, et puis il avait déjà du hot bodies, et il avait déjà du HPI, et parce que là, c'est la première fois que je l'ai sous le logo, sous la marque Mignon, d'accord. Euh, Tout simplement. Et moi, ce qui me plaît, c'est le rapport qualité-prix. Le flex du châssis, comme dit, quand on aura vissé la platine, on va voir ce qui se passe avec. Si ça flex un peu trop, je suis pas un grand fan d'avoir des châssis trop flex. On se dirigera peut-être vers le renfort de châssis alu, mais j'ai un doute parce qu'il est très court sur l'efficacité même de cette pièce en alu, puisqu'on a le flex exactement là où il s'arrête. Je pense que si je suis trop flex, on va faire pas comme sur le Forza Flux. Sur le Forza Flux, on avait passé une barre de devant jusqu'à derrière. Chez Hotbody, ils ont des petites biellettes de devant jusqu'à derrière d'ailleurs. Et d'ailleurs, pas mal de Chinois qui utilisent les mignons bas de gamme. Vu le prix ridicule des pièces, ils doublent la tourelle avant-arrière et là, ils rajoutent juste tout simplement une biellette. On est plat, on est sur le même niveau. Non, on est un peu plus haut, mais moi j'ai des gens qui font de l'usinage sous la main. Et on pourrait faire une belle plaque ici rectangle qui relie tout ça. On supprime ça carrément, ça sert à rien. Et on relie de là à là avec une plaque carrée. En plus, comme ça, on diminue aussi l'effet de twist du châssis. Vers l'avant, ça sera plus compliqué, mais à l'avant, le renfort est vraiment super long. Certains vont se dire, mais pourquoi ils font plus les tous anciens buggy, même les BSD pas chers, ont une platine alu au-dessus. Certains engins, comme la VTE2, rejoignent à nouveau une platine carbone au-dessus pour rigidifier total. C'est parce qu'un châssis complètement rigide, c'est pas utile justement dans le gros tout-terrain. Tu prends un châssis rigide sur un circuit où tu as énormément de grip sur moquette. Si vraiment ils t'ont fait un circuit, un faux circuit, c'est-à-dire une autobahn à bosse, c'est-à-dire que la voie est lisse de gauche à droite comme cette planche, pas le moindre trou, pas le moindre bosse, sur le double de largeur, et tu arrives sur des grandes bosses principales qui font ça, et que ton circuit vraiment, limite tu vois, ils ont fait un pump track en béton, par-dessus ils ont glissé la moquette. Sur ce genre de circuit, tu n'as pas besoin d'une suspension, enfin d'un châssis hyper flex. Ça sera plus vraiment dans la terre et les circuits défoncés, ou s'il y a de la moquette sur de la terre, où il y a aussi des trous, des bosses. D'accord. Ce genre de choses. Pour les roulements, on a oublié d'en causer 16 par 8 par 5 partout. Ça, c'est cool. On verra dans le Truggy, donc le Black Panther, ce que j'adore là-bas, c'est le look des roues, de la carreau, si on a aussi la denture droite ou si on a la denture semi-spirale qui est aussi présente sur le HPI, ici, Apache SC Flux. Oh, regarde, châssis tout noir, des cales de train 70-75. Non, ça c'est les 60-61. Mais avec des axes, regarde, là ils ont mis des axes qui sont maintenus par des petites vis. Je préfère ça. Les triangles, il y a une petite évolution. La cellule, c'est la même. C'est la même cellule. Par contre, là, j'ai donc les tourelles de la gamme inférieure. Donc, c'est le moment, si tu as, tu vois, maintenant tu as un HPI Apache, tu peux, en cas de casse, prendre les triangles, les portes-fusées, les pièces mignonnes d'origine, les biellettes, à des prix, comme disent, 7 € la paire de triangles, 5-6 € les fusées porte-fusées. Les tourelles, si je plie une tourelle, là, je vais pouvoir prendre la tourelle mignon, en 70-75 T6. La cale de train avant, je pourrais. Moi, si je remplace la cale de train avant, il faut que je prenne l'arrière aussi avec les inserts plastiques, par contre. Ce genre de choses. Donc, on est vraiment kiff-kiff. On a la même direction, mais la barre de Ackermann est différente. Elle est complètement déportée ici par rapport à celle-là. Petite évolution là. On est vissé aussi avec un petit écrou spécial. Ça, je vais vite vous en parler aussi. Parce que vous savez combien je ne suis pas fan des pièces un peu spéciales. Ouais. Ouais, c'est chouette, hein, une rallye avec du débattement. T'as vu ça? Et là, je peux te la poser. Ouais, je sais, mes scotch, ils foutent le camp. Ouais, la déco, ça va 5 minutes, la déco.
On a pris pour Manny Davido. Ici, et ça, beaucoup de constructeurs le font, là, on a une petite pièce spéciale. On a un écrou qui est glissé avec un puits dans le plastique. La vis au-dessus est serrée dans cet écrou. Si ça se desserre et ton écrou se casse la gueule, c'est une pièce spéciale. Si tu l'as pas en stock, t'es coincé. Il y a des solutions de rechange, pas de panique. Vous allez au magasin de bricolage, vous prenez un tube, tout simplement, vous achetez un pauvre tube. Du bon diamètre extérieur, donc là ça va être du 4 ou du 5. Tu coupes à la bonne longueur ta pièce. Il faut juste qu'elle ait la bonne longueur pour dépasser un peu du plastique. Comme ça, il n'y a pas de compression entre les deux pièces. Ça doit buter sur cette pièce. Et de l'autre côté, tu utilises un écrou Nilstop avec une rondelle. Fin de l'histoire. Une vis plus longue, il y a la place pour la mettre. Tu as largement la place pour mettre une vis plus longue avec un Nilstop de l'autre côté. Et Manny se demande s'il ne va pas carrément le faire d'office. On va checker ce serrage. Sur la VSE2 et la VTE2. Ouh, ouais, ça se dessert, hein. Facile. Pas de... Il n'y a pas de loctite dessus, hein. Par contre, ça se bloque bien. Ouais, mais ça se dessert vraiment vite, hein. Ouh, non. Donc, deuxième point important, TLS. Pensez à démonter ces pièces, mettre du frein filet dessus. Attention bien dans le filetage, hein. Faut pas que ça traîne entre la pièce, faut pas coller la pièce évidemment. Pour ne pas avoir de blague. Et maintenant je viens de voir encore autre chose. C'est les petits détails qui tuent à la fin. Les écrous Nilstop, il est toujours impératif qu'un écrou Nilstop, mise au point, soit pris dans la lèvre en nylon. Regarde la vis, elle s'arrête un tout petit peu à ras avant. Ce qui veut dire que cet écrou est un simple écrou et ne sert plus de Nilstop puisque sa bande en caoutchouc n'est pas utilisée. Je vous invite, si c'est possible, c'est peut-être pas une vis séparée de la rotule. Check encore, Manu. Check. Check your booty. Ouais, je sais. C'est l'heure d'aller manger. C'est l'heure du petit-déj. Ah ouais, wow. J'ai touché le machin, ça s'est desserré. Effectivement. C'est une vis. Je vais donc remplacer cette vis par une vis plus longue afin de profiter bien sûr de mon Nilstop. Mais avant de vous dire ça, nous allons vérifier aussi est-ce que ça passe. Si on met une vis plus longue, regarde, on est à ras là, mais ça passe. De toute façon, on a buté ici. Ça va être rare d'aller braquer jusque là, je vais te le dire. Il y a un sacré rayon de braquage, machin. Vache. Donc ici, vis plus longue pour traverser dans le Nilstop impératif. Ici, impératif de mettre du frein filet dans cette pièce pour pas la paumer. Les huiles de diff, tu fais ce que tu as envie. Les huiles de suspension, tu fais ce que tu as envie. Ça aussi, tu n'es pas obligé de le faire. C'est un simple conseil, d'accord? Moi, je vais bien sûr signaler ça à Stéphane de chez Action Modélisme. Et le connaissant, il va, s'il a le temps, le préparer sur les prochaines ou vous avertir au moins de le faire, d'accord? C'est pas bien grave. Si tu achètes un RTR et tu me dis ouais mais j'ai pas de vis à la maison, ben il serait peut-être temps de commander chez bricovis.fr. 2 €. Ah ouais, c'est la saison 8, c'est de plus en plus cher. Il y a l'inflation, tu comprends, le pétrole a monté, du coup l'électricité aussi, du coup le gaz aussi, du coup le coût de ting aussi. C'est normal. Et puis là on y est. D'accord? Je vous tiens au courant pour le flex. Ça c'est le truc. Je me demande un peu si c'est pas trop, comme dit sur le buggy, je pense que ça posera pas problème. Sur le truggy, pour ma part, c'est certain que je vais, avant d'essayer, rigidifier le tulle, avant d'avoir un cardan banané comme c'est arrivé sur le HPI.
Et puis c'est tout. Si j'oublie ce que j'ai mis comme huile, ben vous le saurez pas. On va pas le rattraper. On va tabler sur... Ce que je... Là, on va mettre 60. On va mettre 60, on va laisser 100, et on va mettre 10 à l'arrière. On va faire pousser un tout petit peu plus du tulle et tirer un peu plus d'avant, sortie virage. Ça va me donner un peu plus de sous-virage en entrée, mais comme je mets un peu plus dur derrière, je prends ce que je perds en sous-virage, je le gagne en sur. Donc je vais récupérer normalement un véhicule relativement agile quand même. Ce qu'on verra aussi, si cette barre de Ackermann est assez solide, si elle ne va pas se plier, je ne m'inquiète pas. On va régler bien sûr aussi les barres stab. On va mettre la carreau peinte. De toute façon, on fera un petit débrief équipé RTR. Comme dit, j'hésite maintenant. De l'autre côté, 1700, comme le truggy est plus lourd, ce sera peut-être plus sympa dans le truggy. Après, le combo wing, je pense qu'il a un peu plus de patates. C'est presque dommage de le gâcher en 4S. Hein, quand même. C'est dommage de gâcher ça en 4S. Ah, puis regarde, tu vois, le câblage n'est pas dans le bon sens. Ça va le tortiller. C'est dommage. Je vais peut-être... Est-ce que je vais me commander un combo exprès? Ça, c'est pas exclu non plus. Hein. Que je commande un petit combo exprès. Je ne sais pas. Oui, mais tu as raison, c'est vrai. C'est absolument vrai, Philippe. J'avais dit tout à l'heure que je ferais léger. J'ai le moteur en... Je vais peser ce moteur. Je vais peser ce moteur et je vais aller voir de ce pas ensuite sur internet si on peut avoir des varios plus légers que ça. Alors, je pourrais faire une connerie mais qui va cramer sûrement. Hein. Ça, c'est le variateur d'origine du HPI Apache. C'est un Vario 3S, un dixième qu'ils ont passé, que Castel a badgé en 4S avec capteur pour mettre sur des 1 huitième de la taille du Apache qui fait 5 kg. Et il crame. Il crame. C'est dommage. Mais il prend 4. Par contre, il est léger comme tout. Il est léger comme tout. Je crois que j'aurais pas plus léger que celui-là. Mais il faudra vraiment pas lui tirer fort sur la gueule. Ce variateur fait 56 grammes. Et le moteur en fait... Oh vache, 350. De Dieu qu'il est lourd le bébé. Je m'y attendais pas celle-là, honnêtement. J'ai un 74 standard ici. 394. Ce machin fait à peine 40 grammes de moins que celui-là. Mais ça vaut pas le coup de monter ça alors. C'est une daube. Ah, on va mettre le gros. Et non, je vais voir ce qu'ils font en moteur en 68, vraiment super light. Et je doute par contre qu'il fasse un vario plus léger que ça, mais je suis presque certain qu'il va. Quoique si je prends un 1800 de toute dernière génération, on y colle le capteur et tout, on laisse le mini super méga vario. Non, ça va cramer dans la voiture neuve, Mani. T'es ouf. On va garder ce vario en 3S dans un engin de tombola. Hein? Ça, c'est plus prudent. On va mettre 6S. On va pas se faire chier. Avec les VP Pro, ça va être bien ça. Oui, d'accord, je les nettoierai avant pour la vidéo de présentation de l'engin fini. Et si je veux pas y aller, c'est parce que tu as raté un épisode. Peut-être qu'on est à côté dans le live chat. Généralement, quand je traîne comme ça, c'est pour qu'on ait aussi le temps de papoter à côté dans le live chat. Et que je continue à refaire vite une revue de ce que j'ai raconté et pour voir si j'ai rien oublié. Parce que là, on avait déjà quelques points qu'on a oubliés, mais là, je crois que c'est bon. On a fait le tour, on est pas mal. Bon, il ne me reste plus qu'à faire la version allemande qui va se passer de l'autre sens. On va remonter le tulle. Pas dans la vidéo allemande, parce que je vais leur montrer les éléments internes du diff. Et on remontera ça entre temps. Et les Anglais n'auront nouveau assemblé. Ou je ferai aussi la version désassemblée pour les Anglais. Et puis, je ferai ça tranquille à côté avec le heavy metal à fond. Ouais, ça c'est bon ça. Allez, ciao les gars. Et merci à Stéphane, Axomodisme. Passez le voir. Franchement,
Je vous le redis. J'achète plus que mon matos entre Action Modélisme, Projo High-Tech, Pro Model 67. J'ai tout ce qu'il me faut là-bas. De la gamme Traxxas, Obao, FTX, Cross RC, j'ai tout ce qui me plaît. Si Team Magic se réveille, je pourrais recommander des trucs chez Race RC Modélisme évidemment. Pour l'instant, il n'y a rien qui me plaît. Kyosho aussi d'ailleurs, j'ai rien de Kyosho. Ils n'ont rien fait de neuf. J'adore le Rampage Pro, j'adore le Scorpion XXL, j'adore le. Ouais, si. Je sens que je vais craquer et racheter un USA One. Il peut rien. Je me dis non, j'ai pas besoin, j'ai vendu. Et finalement, il était chouette ce USA One quand même. Parce que j'ai quand même réussi à me calmer, hein. Regarde. Tu vois, Cross RC, quiconque, je roule, tu vois, des engins un peu scaleux, pas trop fort, tu vois. Donc peut-être que je peux reprendre un USA One, je sais pas. Allez, ferme ta gueule, vas-y. Salut.